Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le directeur général de la SLN. Jérôme Fabre, le directeur général de la SLN, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que l'actualité du nickel reste très dense. Tout d'abord, des nouvelles de la SLN, comment est-ce qu'elle va? Vous avez récemment dressé le bilan du premier semestre 2023. Il y a du bon, il y a du moins bon. La production est plutôt en voie d'amélioration, hein. Oui, tout à fait. Donc, on a eu un conseil la semaine dernière. On a fait un point de situation. Donc, au niveau de nos performances intrinsèques, on a une feuille de route simple, sécurité, production et économie. Sur la sécurité, on a un taux de fréquence de 4,6. On aimerait avoir aucun accident, évidemment. Mais c'est quand même un tiers de mieux que l'an dernier. Et c'est 2 fois mieux qu'il y a 3 ans. Donc, vous voyez, on est dans une logique d'amélioration. On embarque tous nos sous-traitants et on reste très motivé. Sur la production, un premier semestre, je dirais, satisfaisant, mais ce qui est intéressant de voir, c'est le troisième trimestre qui est en accélération. On a un bon troisième trimestre avec des productions records sur nos mines et à l'usine, un fonctionnement, quelques mots un peu techniques, mais on a un fonctionnement à 127 mégawatts. Et à plusieurs reprises, on a touché la puissance maximale de l'usine, 172 mégawatts. C'est-à-dire qu'on a à peu près plus d'un tiers des effectifs qui ont moins de 4 ans d'ancienneté. Ils n'avaient jamais vu l'usine tourner à fond. Maintenant, c'est fait, c'est possible. Donc, on est vraiment dans cette logique de Ça, remontée en puissance. c'est quand même la bonne nouvelle, quoi, C'est très l'amélioration de la rassurant. production. Donc, on a produit 12 900 tonnes, 13 100 tonnes vendues. C'est un rythme annualisé de 52 000 tonnes. Donc, ça montre qu'on sait faire tourner notre usine. Et c'est très important parce que c'était un peu un point sur lequel on était interpellé par les parties prenantes et l'État notamment. Sur le plan d'économie, un mot pour dire c'est 10 milliards. On le pilote un mail hebdomadaire et on va le délivrer. C'est très important. Beaucoup d'efforts en interne. Ça impacte aussi l'externe. On en est désolé. Des communes, des associations avec qui on avait des projets, on a besoin de reporter les projets, de lisser les dépenses. C'est un effort un peu collectif. Et donc, parmi les bilans que vous avez fait, le prix de l'énergie, toujours trop haut, bien sûr, mais grâce à la CAT, la centrale temporaire, ça va un peu mieux, vous arrivez à maîtriser les choses? Alors, sur l'énergie, deux choses. On n'a plus de problème de perte de production à cause de manque d'énergie. Ça, c'est l'apport de la carte, c'est très bien. Mais on a en ce moment même la pire des équations qu'on peut avoir, c'est lié à des facteurs externes, c'est qu'on a une baisse des prix de vente. Les prix de nos produits, que ce soit le ferro-nickel ou le minerai, en gros, a baissé de 20% si on regarde ce qui s'est passé sur le premier semestre. Et on a le prix du pétrole qui augmente, c'est-à-dire le prix du fuel qui augmente. Donc c'est la pire des équations. C'est pour ça que le deuxième semestre ne s'annonce pas meilleur, malgré nos améliorations de performance, que le premier semestre. Alors, parmi les difficultés auxquelles vous faites face, la fermeture du site de Poum, faute d'autorisation de la part de la province Nord, hein. Récemment, il y avait le CLI qui s'est réuni, le comité local d'information. Qu'est-ce qui en est ressorti, ça? Il y a une solution qui pourrait être trouvée ou non? Alors, je pense que c'est une réunion qui s'est tenue. Déjà, c'était important, avec une logique de discussion, je pense, à tout point de vue d'apaisement et constructive, au sens où il faut trouver des solutions. Maintenant, nous, on a toujours une pensée évidemment très triste pour nos 86 salariés qui vont perdre leur emploi, ainsi que tous les salariés des sous-traitants, parce que la solution, quand bien même on a une logique de repartir collectivement, ça va prendre du temps. Il va falloir refaire des dossiers et c'est un des sujets d'ailleurs qui sont aussi dans le groupe de travail nickel, c'est que en Calédonie, les dossiers en gros prennent à peu près 8 fois plus de temps que les délais légaux. Donc ça va prendre beaucoup de temps. On pense quand même pouvoir réouvrir le site de Poum. Vous pensez que c'est une perspective ou... C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on souhaite. On va tout faire pour. Alors, vous parliez des groupes de travail sur le nickel. Vous y avez participé à Nouméa et à Paris. On en retient quoi? Il y a une vraie volonté de l'État de sauver la filière nickel calédonienne? Alors ça, c'est ce qu'on a pu effectivement entendre à la fois dans la bouche du président de la République et de la Première ministre. Ce qu'on peut dire, le point important pour nous, c'est au niveau des industriels, les usines et les mineurs. On a su se fédérer, parler d'une seule voix. Donc il y a le CIM qui a défini une plateforme commune à travers un courrier, on pourra y revenir. Il y a le SEM qui a une contribution spécifique sur l'export. Et puis après, nous, au niveau SLN, on a un sujet spécifique. Nous, on est vraiment axé sur l'énergie, besoin d'une énergie abondante, pas chère et décarbonée, avec des gros investissements à faire. Et puis l'accès à la ressource, le fait d'avoir nos autorisations et le fait aussi d'avoir une acceptabilité locale. On a beaucoup de blocages sociétaux. Comment arriver à avoir des consensus au niveau des communes qui impliquent les populations, les autorités coutumières, etc. Donc c'est ça les sujets qui concernent la SLN. C'est quand même exceptionnel que les trois opérateurs arrivent à parler d'une même voix. Vous croyez que ça va se poursuivre, qu'il y a une stratégie globale qui va pouvoir être
être établi pour la Calédonie? Alors, moi, je dirais pas que c'est exceptionnel parce que nous, on est dans le business, on a les mêmes problèmes externes et on a tous le même enjeu, c'est qu'en interne, on tourne le mieux possible. Donc, en fait, on a plutôt des intérêts très alignés. On a toujours bien travaillé, on a toujours développé des synergies entre nous, y compris entre les 3 usines pays. Donc, pour moi, ça n'a rien d'exceptionnel et on compte continuer à travailler comme ça. Et je dirais que c'est plutôt rassurant, je pense, pour les responsables politiques calédoniens et l'État de voir que on a plutôt une approche tout à fait convergente et on tire un peu tous le même, on va dire, signal d'alarme, quoi. En matière de production, faire du nickel batterie, c'est une option pour la SLN? Ben, donc nous on faisait du nickel pour le marché inox avec le ferro-nickel et le non-inox avec la mat. Historiquement, je pense qu'en 2016, c'était le modèle historique de la SLN. On entend bien l'appel du pied de l'État. Donc on étudie en ce moment le fait de revenir sur ce modèle historique. Ça demande de l'argent, il faut encore faire des études, mais on ne l'exclut pas. Alors, le président de la République avait aussi eu cette petite phrase de bouger la doctrine nickel. On avait compris qu'il y avait une nécessité de développer également l'exportation. C'est une solution pour la SLN à laquelle, enfin, vous y croyez, vous avez toujours essayé de pouvoir le développer, hein. Alors, je pense que cette interpellation, elle concerne plutôt les responsables politiques calédoniens et peut-être les 2 autres usines. Nous, on a notre modèle historique. Cette légitimité, on a toujours fait de l'export et de la métallurgie locale. Donc, nous, on a notre modèle qui est connu, qu'on déploie. Et c'est vrai que l'export, c'est une activité rentable qui permet de compenser les pertes de l'usine. Donc, c'est quand même pertinent. Maintenant, il peut y avoir un débat sur jusqu'à quel volume, dans quelles conditions, mais on estime que pour ce qui concerne la SLN, on a toutes les autorisations requises. Ce qu'on souhaite, nous, à la rigueur, c'est peut-être plus de flexibilité dans les destinations, dans les clients possibles, mais c'est pas forcément notre priorité. Notre priorité, c'est vraiment l'énergie et l'accès à la ressource. Alors, l'énergie, justement, quelles sont les pistes qui sont à l'étude, lesquelles vous sembleraient les plus efficaces? Alors, là-dessus, on est prudent parce que à la suite de la réunion du GT Nickel de Paris, le ministre Bruno Le Maire a dit un certain nombre de choses fortes. Et parmi les points de sortie de la réunion, il y a cette histoire de mobiliser la CRE, Commission de régulation de l'énergie, qui va venir en Calédonie d'ailleurs. Peut-être que vous inviterez Madame Vargon, la présidente de la CRE, qui doit justement revoir un peu le dispositif prévu en termes de système électrique calédonien. Donc c'est quelque chose qui est très complexe, très technique. Donc c'est plutôt à eux de répondre à ces questions-là. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de l'énergie la moins chère possible et décarbonée. Et c'est l'État qui financerait, enfin, l'État s'est engagé plus ou moins à financer cette transition énergétique pour les usines. Voilà, alors l'idée de manœuvre est intéressante. C'est un petit peu la dynamique qui est la mayonnaise qui est en train de monter et qui nous semble pertinente. C'est justement chacun doit porter sa pierre à l'édifice. L'État a dit, il y a le sujet de l'énergie, c'est très structurant, c'est très coûteux. Donc nous, on peut vous accompagner à apporter des financements. Donc l'État apporte une pierre qui est, on va dire, les financements pour l'énergie. Au niveau des industriels, nous, on doit répondre à la demande qui est faite par l'État, qui est de dire vous devez produire plus de nickel, et une grosse partie de votre nickel doit venir en Europe, et en particulier dans les batteries. Donc il faut les bons débouchés, c'est l'Union européenne, les bons produits pour les batteries. Donc ça, c'est ce qu'on doit apporter, nous, dans le dispositif. Et puis les responsables politiques, ce qui leur est demandé, c'est d'être peut-être plus business-friendly, comme on dit, d'accompagner plus les industriels, d'être dans une logique de soutien, de facilitation, pour être sûr qu'il n'y a pas pour pas se créer des problèmes nous-mêmes, quoi. Voilà, donc à la fois sur les autorisations export qui ne nous concernent pas nécessairement, mais plutôt les autres, ou les autorisations d'exploitation qui nous concernent au premier chef. Donc voilà, donc chacun doit apporter sa pierre à l'édifice et par itération successive, on doit, c'est un peu l'idée de manœuvre, hein, construire ensemble cette nouvelle stratégie pays dans un calendrier qui est souhaité par, en tout cas, Bruno Le Maire, qui l'a indiqué, qui était de faire tout ça d'ici la fin de l'année. La fin de l'année, c'est quand même très très court, il reste 3 mois. Il reste 3 mois. C'est jouable? Alors, nous, on est toujours dans une logique optimiste, hein. C'est dans le principe de l'industrie, c'est très difficile, donc il faut être optimiste, sinon on met la clé sous la porte. Donc nous, on est dans cette logique optimiste. La situation est grave, hein. Il faut être lucide. On a un marché qui a subi une transformation énorme avec l'explosion des Indonésiens, qui aujourd'hui représentent 50% de l'offre de nickel, qui plombe le marché. Il y a des acteurs historiques, des usines, par exemple, connues, l'Arco en Grèce, qui était une sorte de société sœur de la SLN historique, qui a fermé.
Il y a d'autres acteurs, les Japonais, qui sont nos clients, qui achètent du minerai, ils tournent à 25%, c'est-à-dire ils ont baissé leur capacité, ils ont divisé par 4 leur niveau de production. Donc on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés, le marché est très dur. Et donc dans ce marché difficile, il faut absolument qu'on soit lucide et qu'on prenne conscience de la gravité de la situation et qu'on soit les plus efficaces et les plus rapides pour régler les problèmes. Et aujourd'hui, un peu le cri d'alarme, si j'ose dire, c'est qu'on a quand même une tendance, comment dirais-je, historique. On prenait une image, on a un peu l'impression d'être en Nouvelle-Calédonie, un peu sur le Titanic, c'est-à-dire qu'on refuse de regarder la réalité, on ne voit pas l'iceberg qui arrive, on écoute encore les petites musiques du passé sur les rentes minières, toutes ces histoires qui ont été jouées ici pendant des décennies, qui sont totalement fausses dans le marché d'aujourd'hui, alors que nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut se réveiller avant de frapper l'iceberg, sinon le réveil va être très douloureux, la noyade assurée, et c'est ça un peu l'objet du rapport de l'inspection qui a un peu mis une pierre dans la mare, si j'ose dire, et il faut traiter les sujets. Donc nous, on se félicite vraiment de cette dynamique positive qui est en train de naître dans le cadre du GT Nickel, et il faut que ça accélère, ça on le dit très clairement, parce que il faut prendre des décisions rapidement, pas dans 6 mois, pas dans 1 an. Hein. Si jamais il y a des actionnaires qui partent, il faut qu'on sécurise nos actionnaires. Cette prise de conscience, vous l'attendez des politiques, elle est déjà effective chez les opérateurs? Alors, nous, on vit dedans. Donc, évidemment, c'est ce qu'on subit. C'est les facteurs externes, c'est le marché, c'est la baisse des prix, l'explosion des coûts de l'énergie, etc. Donc, nous, on baigne dedans, mais c'est une prise de conscience qu'on doit avoir collectivement en Calédonie, mais y compris en interne. Quand on voit que les salariés de la SLN, au mois de mai et en février, ont fait d'énormes grèves qui ont fait perdre des milliers de tonnes de production, on voit bien qu'on n'a pas un niveau de maturité suffisant, déjà nous-mêmes en interne, j'ai envie de dire dans la grande communauté SLN. Quand on voit qu'on a des blocages sociétaux aux alentours de nos sites miniers, on voit bien qu'il y a un manque de compréhension des enjeux économiques auprès des populations avoisinantes. Et puis on a aussi des responsables politiques qui font de la politique, mais qui sont insuffisamment dans la réalité de notre marché. Donc ça concerne tout le monde, hein, y compris nous-mêmes. Mais là, c'est un petit peu la perception, l'impression que pourraient avoir nos actionnaires quand ils regardent la Calédonie. Ils sont dans le Titanic, ils vont vers l'iceberg. Nous, il faut qu'on sorte avant. C'est un peu ça qui est en train de se passer. Quand vous parlez d'actionnaires, on entend Glencore annoncer son intention de cesser le financement de Koniambo Nickel fin février 2024. Quelle est votre réaction? Ça veut dire que ça peut arriver à tout le monde? Nous, aucune réaction. Il faudrait interroger Glencore. J'ai envie de dire, nous, notre actionnaire, c'est Eramet. Eramet nous soutient aujourd'hui. Encore en juillet, ils nous ont apporté des garanties financières pour pouvoir être en conformité avec la législation locale. Mais c'est très difficile. On a des pertes colossales. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de fébrilité et d'inquiétude et le souhait qu'on trouve des solutions structurelles à un problème calédonien qui est quand même structurel, qui est celui de l'énergie notamment. Parce que le rapport de l'IGF envisageait la fermeture d'une, deux, 3 unités métallurgiques. C'est quelque chose qui pourrait se dessiner? Ça, c'est tout à fait ça. Ça, c'est le Titanic qui se crache sur l'iceberg. C'est ça. S'il y a 1, 2 ou 3 usines, c'est le Titanic qui coule. Et là, je dirais que tout le monde sera frappé parce que c'est un château de cartes. Ça touchera les problèmes de la CAFAD, ça touchera le gouvernement, puisqu'on paye, même si on est en perte, on paye quand même énormément d'impôts et taxes. Et donc, on a tout un château de cartes financier qui va toucher tous les Calédoniens. Et donc, il faut tout faire pour l'éviter. On a bien compris l'image du Titanic. Jérôme Favreau, encore un mot sur le changement de gouvernance avec la démission de Christelle Bory. Les raisons et quelles sont les conséquences? Alors, Christelle Bory a souhaité démissionner. Donc, on a accueilli effectivement Guillaume Vercamer, directeur juridique groupe, à la place de Christelle. C'est une décision de Christelle pour prévenir d'éventuels futurs conflits d'intérêts, parce qu'elle est à la fois administratrice, elle était à la fois administratrice de la SLN et représentante légale d'Eramet. Et on va avoir un sujet dans notre question de continuité d'activité en 2024, ça va être de repousser des échéances de prêts qu'on doit à Eramet. En tant que SLN, on va tous voter en faveur de repousser les échéances de remboursement, mais en tant que Eramet SA, elle a peut-être pas forcément envie de ne pas être remboursée. Donc on voit bien qu'il y a un potentiel conflit d'intérêts qui va naître dans les semaines ou mois qui viennent. Donc elle a préféré démissionner, ce qui est tout à fait normal, et elle est remplacée par Guillaume Vercamer, qui est membre du COMEX du groupe. Ça ne change rien aux équilibres au sein du board, ça ne change rien au pourcentage de détention d'Eramet, ça ne change rien au soutien qu'Eramet nous apporte au quotidien. Jérôme Favre, directeur général de la SLN, on retiendra l'image du Titanic ce matin, mais merci d'accepter notre invitation. Merci à vous, et retenons aussi qu'on est optimiste malgré tout. Hein. On a bien noté.